Salut à tous et bienvenue de nouveau sur The Shishaï, le podcast L'Aquarium, avec 3 auteurs aujourd'hui qui aiment les défis. Cette émission a été enregistrée le 1er mai 2020, en plein confinement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre SoundCloud pour nous suivre. Bonne écoute. Je suis l'ennemi, parce que je pense, parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi ? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de l'Aquarium où l'on reçoit des auteurs et des autrices qui nous parlent de leurs projets et de leur vie. Aujourd'hui, vous allez peut-être comme moi découvrir les voix de personnes dont vous n'avez jusqu'alors lu que les textes ou les tweets, car tous les trois je les ai rencontrés de différentes manières, mais tous sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, pour 2 d'entre eux, j'ai toujours eu un doute peu raisonnable sur la manière de prononcer leur nom, enfin plutôt leur pseudonyme. Alors comme le hasard n'a pas mis ici, puisque c'est moi qui décide tout, je vais donner la parole en premier à celle dont j'arrive correctement à prononcer le nom. Bonjour Laurence. Bonjour, Fiche, pardon. Tu vas bien? Bienvenue. Ouais, ça va très bien, merci, et vous? Bah ça va, on peut se tutoyer si tu veux. Oui, non, je disais c'était un goût général. Ravi de te recevoir. Est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir. Donc, j'ai été formée à l'écriture de scénario à l'université à Nanterre. J'ai travaillé un petit peu pour la presse locale, donc dans un autre genre d'écriture. Je n'ai pas encore développé la partie scénario. Je suis maintenant plutôt orientée vers le roman. Et voilà. Et puis, je viens donc de publier mon premier roman qui s'appelle Bande de néon. Et je vis dans la région des Pays de la Loire. Joli. D'ailleurs, j'ai gagné un exemplaire que je ne suis pas encore allé télécharger, donc que j'ai pas eu la chance de lire. Et je tiens à dire ici que Sam et DJ Pompon ont triché parce qu'ils n'avaient pas mis le hashtag. Donc je revendique la première place dans le retweet du concours à travers lequel on pouvait gagner un exemplaire numérique de ton roman. C'est vrai, mais tu avais remarqué qu'il y avait plusieurs critères. Oui, je suis conscient que peut-être la manière dont j'ai décrit le pourquoi il fallait lire ton roman était pas forcément la chose la plus le plus vendeur du monde, soit. Voilà. Mais j'ai mis le hashtag. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études de scénariste? Alors, en fait, c'est des études plus larges, c'est cinéma audiovisuel. C'est un domaine que j'ai découvert quand j'étais en 6e. Dans le cadre d'activités pas vraiment extrascolaires, mais voilà. Et donc j'avais commencé à travailler dans un autre domaine, dans le tourisme, et puis un événement familial m'a poussé à revoir ma façon de voir la vie, et j'ai cherché à faire des études qui me convenaient davantage. Et à écrire. Voilà. Bon, bienvenue. Alors, ça y est, je me lance dans les noms imprononçables. Amstram, Gram, je regarde mes 2 fiches. Allez, parce que tu m'as cherché la petite robe rouge. Bonjour, Calfin. Bonjour, Fiche. Ça y est, je prononce bien? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Et si je dis Calféine? Je tolère, je suis ouverte d'esprit, mais Calfin, en principe, c'est la prononciation adéquate. Bon, je te laisse te présenter, puis peut-être que tu vas nous dire d'où ça vient. Alors, oui, je m'appelle Calfin et c'est vraiment moi dans le sens où c'est un acronyme qui reprend mes noms et mes prénoms. Voilà, donc c'est Calfin, c'est vraiment moi. Par petits bouts en tout cas. J'ai 45 ans, je vis en France. Je te dis pas où, mais tu le sais, mais je vais pas le dire ici. Je balancerai pas. Voilà, je peux juste te dire que j'ai la chance de vivre au bord de la mer. Alors, je parle pas beaucoup de moi in real life. Alors là, ça va être un petit peu court. Je vais quand même essayer de développer quelques petits trucs. J'ai commis un livre c'était en octobre 2016. J'ai publié un roman en auto-édition. J'ai commencé à écrire un autre roman il y a à peu près 2 ans. L'écriture n'est pas tout pour moi, malheureusement. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Mais sinon, on me connaît un peu plus sur Twitter par la couleur rouge, effectivement, et par les défis dont on va certainement parler après. Voilà. Oh oui, on va beaucoup en parler. Ça vient d'où, cette petite robe rouge ? C'est juste un avatar qui me plaisait et au final,
le rouge a une connotation de caractère un peu fort Ça se sent pas du tout. Voilà. Ça Non. se sent pas du tout sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça se sent pas du tout quand on se plaint continuellement de ne pas réussir à gagner tes défis. Merci pour ta présentation. Et maintenant, mon deuxième défi de la journée à moi. Attention, je vais donner la parole à quelqu'un pour qui il m'a fallu un entraînement d'à peu près 1 heure, il y a 1 an, quand j'ai voulu prononcer son nom correctement dans le deuxième podcast que j'ai publié. Roulement de tambour. Bienvenue, Kéot. Comment vas-tu ? Eh bien, merci, ça va très bien, merci. Tu as bien prononcé mon nom, je confirme. Victoire. Tu as débloqué un achievement, si on était sur Steam, tu aurais un petit logo qui s'afficherait Achievement Unlocked. Trop fort, Fiche. Donc, bien pour ma part, je suis donc nouvelliste essentiellement. Pour l'instant, j'ai publié du format court, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Ça fait à peu près 3 ans que je me consacre en fait à l'écriture. Alors je suis très loin d'en vivre, mais on va dire que c'est par mécénat parental que je peux faire ça à plein temps. J'ai lu, oui, dans une interview que tu as donnée récemment chez une de nos tweetos préférées, que tu avais mis de côté tes études pour te consacrer entièrement à ça. C'est ça, c'est après un deuxième échec d'un Master 2 en sciences de l'information et de la communication pour lequel j'arrivais pas à trouver de directeur de mémoire qui puisse me suivre. Sur le sujet de la patrimonialisation du jeu vidéo en France. Là, comment ? La patrimonialisation du jeu vidéo, c'est-à-dire la mise en patrimoine culturel de l'héritage historique du jeu vidéo, en fait. Donc voilà, du coup, ça fait 3 ans que je travaille vraiment l'écriture à plein temps et j'ai eu plusieurs publications en cette période. Donc je travaille surtout sur la science-fiction, pour ma part, science-fiction et anticipation plutôt en futur proche, un peu inspiration du cyberpunk, post-cyberpunk, avec les thèmes autour de l'informatique, pas mal, sécurité informatique, surveillance de masse, toutes les perspectives qu'il peut y avoir autour du profilage d'utilisateurs en ligne, ce genre de thèmes très joyeux, très réjouissants. Tu dois te régaler en ce moment avec les applications qui vont nous suivre un petit peu partout dans la rue. Ah non, mais là, les dernières années, c'était assez fou, c'est entre tous les scandales qu'il y a eu, Cambridge Analytica, etc., c'était assez beau. Bon, et pourquoi la nouvelle ? Alors, c'est le format par lequel j'ai commencé à écrire, en fait, quand ça fait à peu près 10 ans que j'écris maintenant, même si c'était de façon beaucoup moins régulière, quoi. Puisque l'auteur qui m'a propulsé dans l'écriture, c'est Lovecraft, qui reste un de mes grands maîtres en écriture, on va dire. Et donc, c'est après avoir découvert son style de nouvelle que j'ai voulu me mettre à faire, entre guillemets, la même chose. Donc, à l'époque, je faisais du mauvais pastiche de Lovecraft. Et du coup, c'est vraiment par le format court que j'ai commencé l'écriture. Et que je suis resté là-dedans un peu par confort, finalement, par la suite, parce que mes quelques tentatives en format long, ça s'est pas très bien déroulé après. Maintenant, il y en a un sur ton blog. Il est en cours d'écriture, effectivement. Il est en cours de rédaction ponctuelle, en pure écriture jardinier, entre guillemets. Donc en avançant un peu au pif et en voyant ça. En me baladant sur ton blog hier, je suis tombé sur l'onglet roman au pluriel. Oui. Je tiens à le préciser, j'ai cliqué. Effectivement. Là, j'ai vu 8-10 chapitres, je sais plus exactement. J'ai pas tout lu, j'ai feuilleté un petit peu, mais je me suis dit, tiens, notre nouvelliste a un roman caché. C'est ça. Pour l'instant, il est plus court que mes nouvelles les plus longues actuellement, mais il est en cours de progression. C'est un work in progress. Et justement, commençons le thème qui nous réunit tous les 4 aujourd'hui. On se croirait dans une mauvaise cérémonie d'un sitcom américain. Ce sont les défis. Parce que tous les 3, vous avez une particularité, c'est que vous nous titillez un petit peu sur les réseaux. En tout cas, vous participez à ces entraînements quotidiens d'écriture que certains tweetos nous proposent tous les jours, et notamment les micro-nouvelles. Ça fait déjà 1 an, c'est la 6e saison, enfin la 6e, saison, c'est comme ça qu'on dit, qui est en train de se terminer. Oui, avec là pour l'instant on en est à presque 50 images de saison 6. Et une saison spéciale qui s'annonce pour fêter la première année. C'est ça, un petit événement que j'essaie de préparer en discutant avec les micro-nouvellistes habituels, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour marquer le coup. Aujourd'hui, on est des dizaines à publier à répondre sous tes tweets tous les jours. On attend 18h, et dès que tu publies quelque chose en dehors de 18h, comme avant-hier, c'était la panique. Un tweet arrivé à 17h, tout le monde a regardé sa montre.
Tout le monde a appelé le On ministère a de changé l'Intérieur d'heure. pour savoir Ah oui, voilà, c'est- si on avait changé d'heure. Non, mais c'est ça, c'est ça. Catastrophe monumentale, je te jure, ça a envoyé des MP dans tous les sens. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en voyage? Est-ce que peut-être il est en voyage dans un autre fuseau horaire, il a pas fait attention. Mais du coup, s'il est en voyage, comment il fait avec le Covid? Il a pas le droit. Du coup, ils vont l'emprisonner. S'ils l'emprisonnent, on n'aura plus de micro-nouvelles. Enfin, Ah, c'était une non. panique Et là, c'est le totale. drame. Eh oui. Comme quoi, on s'intéressait plus d'ailleurs à la notification, parce que tout le monde a paniqué, et ça n'est que 20 minutes après, quand tout le monde a enfin pris le temps de lire pourquoi tu nous avais notifié, qu'on s'est rendu compte que tout allait bien. Ça n'avait rien à voir. Mais bon, donc tous les jours à 18h, depuis un an, par série de 50, enfin il y en a eu de plus ou moins longues. C'est ça. C'est pas très régulier. Tu publies une image ou autre chose pour qu'on puisse tweeter, s'inspirer, sortir une micro-nouvelle. Comment ça t'est venu? En fait, alors, je t'avoue que j'ai dû recompulser un petit peu mon historique de tweet pour retrouver exactement comment ça s'était passé, parce que j'avais un souvenir assez vague. En fait, c'était autour de ce merveilleux bot Twitter qui est Archilect. C'est un bot qui fait littéralement de la curation en fait de photos et qui en partage donc une dizaine de fois ou plus par jour des photos généralement assez sombres, très esthétiques, assez orientées entre nuances de SF, cyberpunk, post-apo et joyeuseté dans cet esprit. Et c'était donc le 16 mai l'an dernier. On en discutait avec Léa Rezeda effectivement, et on se disait que ça pourrait vraiment être un super objet d'inspiration, ces images, quoi, vraiment qu'à chaque fois qu'on voyait passer de ces images du bot, on pourrait écrire une histoire à part entière dessus. Et on s'est mis à le faire. Au départ, c'était juste tous les deux. Et très rapidement, on a eu, je crois que c'est effectivement David qui nous a rejoint parmi les premiers, et plusieurs autres. Et ça s'est agrégé au fur et à mesure après comme ça, et c'est parti dans cet j'aurais jamais cru que juste le petit trip comme ça d'écrire un peu en mode automatique sur une image, ça allait partir à une proportion pareille. Et avec tout le trip autour des oursins dont je me rappelle que tu avais parlé dans le podcast sur les micro-nouvellistes aussi. Oui, les oursins, ça avait été une sacrée aventure aussi. Tout ça à cause de quelqu'un qui fait pas attention quand il met ses pieds dans l'eau à la plage. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, elle se reconnaîtra. Oui, exactement. C'est extraordinaire tous les soirs de se mettre aussi son petit défi personnel, d'écrire cette micro-nouvelle. Moi, par exemple, depuis la saison 3, je crois, je m'impose d'écrire un dialogue en un tweet qui fasse exactement 280 caractères. Ah oui, Ouais, c'est- la contrainte dans la contrainte. Et c'est ça qui est formidable avec tous les défis que vous proposez tous les trois, c'est pour ceux qui ont envie de travailler un peu leur écriture, la liberté totale d'expression, c'est génial. Mais souvent on est un petit peu coincé, souvent le syndrome de la page blanche vient du fait que on ne sait pas dans quelle direction aller. On a plein de possibilités. Et une des manières de résoudre le problème de la page blanche, c'est de se mettre des contraintes et de s'imposer un scénario. On a tous commencé par des appels à texte, on a tous commencé par à l'école, quand on nous demandait une rédaction, enfin des choses toutes bêtes comme ça. Et ces contraintes, comme en sport finalement, où on a des règles du jeu à respecter, elles nous permettent parfois de développer nos capacités d'écriture et elles nous permettent de nous entraîner. Laurence. Ça me fait penser au prix Pépin, le format. Si vous connaissez, c'est un concours de micro-nouvelles de science-fiction où le maximum autorisé est 300 signes, titre inclus. Voilà, c'est un concours qui est organisé par un magazine de science-fiction. Et donc, chaque participant peut envoyer jusqu'à 4 micro-nouvelles de ce format. Puis ensuite, il y a un jury, des sélections, une finale, différents prix, etc. Toi aussi, tu proposes depuis quelque temps un défi, un exercice de style sur Twitter. Alors, j'avais proposé d'abord Inkipit le jeu, même si effectivement, je pense que les images, c'est peut-être un support plus porteur pour nous inspirer. Et dans la mesure où il y a déjà Kéhot qui propose des images pour son petit jeu. Je trouve que je le prononce mieux. Je trouve que n'essayez pas. Oh. Franchement, voilà. Moi j'essaye même pas, tu vois. Voilà, j'ai eu cette idée de proposer un mot pour inciter les twittos à écrire un Inkipit.
qui donne envie de découvrir la suite du récit, qui est un petit peu le principe de Nikipit. Et Pour ceux qui cherchent encore ce que c'est la première Donc, phrase, ou on va dire le premier phrasé d'un roman ou d'une nouvelle, ou ça vient plutôt d'ailleurs du monde de la musique et de la chanson, ce terme, dont certains sont restés très 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 célèbres dans la littérature, ou alors peut-être tout simplement célèbres dans ma tête. Aujourd'hui, maman est morte, c'est Oui, celui voilà, de l'étranger de voilà. Camus. Longtemps, je me suis couché de Je me fais bonne heure. Voilà. Voilà, par Du exemple. côté de chez Swann. Voilà. Et c'est quelque chose qui demande à être travaillé. Donc, parce que ça lance l'histoire. Donc, effectivement, c'est une bonne chose de s'y entraîner, je veux dire. Voilà. Et puis, depuis peu, j'ai proposé un autre petit défi, qui est basé cette fois sur des images, mais que j'avais publié auparavant sur Instagram. En fait, j'avais publié pour parler de mon roman 21 images qui correspondent aux différents chapitres, avec une petite citation à chaque fois. Mhm. Et donc, je propose à ceux qui le souhaitent de faire l'exercice inverse, en quelque sorte. C'est-à-dire de d'écrire alors soit une histoire continue inspirée par ces images dans l'ordre, soit une petite histoire sur les images qui les intéressent et pas forcément toutes. Et voilà, donc ça a démarré il y a quelques jours. Bon, et ça a l'air de marcher. J'ai vu ce matin qu'il y avait déjà pas mal de retweets et de participation. Oui, et puis juste pour que ça soit rendu plus visible, je prépare sur Twitter des moments pour récupérer les tweets de chacun et pouvoir les publier à la fin du défi. Comme ça, on aura, pour ceux notamment qui font une histoire dans l'ordre, on aura tous les tweets de chacun. Ça avait été un sacré travail, et c'est un sacré travail pour chacun d'entre vous, qu'on puisse récupérer. Certains réécrivent ce qu'ils répondent à vos défis sur Wattpad, dans des œuvres particulières. Il y a des archives qui avaient été faites à une époque pour les micro-nouvelles. Il y a Calfin, toi tu remets tout sur ton blog, parce que c'est bien beau de répondre à ces défis, mais après nous, les participants, c'est vrai que Twitter n'étant pas le vecteur le plus simple pour pouvoir retrouver quelque chose. Oh non. La moitié de mes messages privés, c'est tiens, tu pourrais pas me rebalancer le tweet que tu avais retweeté il y a 6 mois à 18h21. Non, je peux pas, non. non. Justement, il y avait Storyfy qui était bien dans ce domaine, si vous avez connu cet outil, pour récupérer à la fois des tweets, des posts Facebook, des trucs Insta, etc. Permettait de refaire une histoire à partir de différents posts, mais malheureusement, ça n'existe plus. Ah bah voilà. Voilà. Donc, je cherche, si vous connaissez quelque chose qui permette d'agréger tout ça de façon équivalente, ça m'intéresse. Ça doit exister, mais j'ai l'impression, en vous écoutant tous, et avant de passer la parole à Calfin sur le sujet, que il y a surtout l'huile de coude qui fonctionne bien. Et copier-coller l'ensemble et inciter. Ça avait bien marché avec les micro-nouvelles. Inciter tout le monde, c'était parti ça avait fait une espèce de boule de neige d'un coup. Je sais plus qui avait commencé, on s'en fiche un petit peu, mais et tout le monde avait mis sur Wattpad et tout le monde avait tagué le profil de Chaos sur Wattpad pour qu'on puisse se retrouver. Et c'était marrant parce que c'était devenu une bibliothèque complètement hallucinante de recueils de micro-nouvelles, chacun trouvant un titre au recueil, les couvertures, etc. Enfin voilà. Calfin, les défis impossibles à remporter. On en parle. J'ai gagné une fois. J'ai gagné le concours de la meilleure insulte. Bon. Oui, et puis depuis, ma maman eu ne parle plus. Tu as eu un prix spécial quand même du Western Patate, quand même. Hein. Voilà. Oui, alors moi, c'est tous les mois, je lance un défi, le hashtag défi concours Calfin. Il a 1 an maintenant. En fait, c'est un peu comme Chaos. Je pensais pas que ça marchera. Et d'ailleurs, c'est parti un peu n'importe quoi. En fait, il y avait une image qui circulait en avril dernier avec marqué une histoire triste en 3 mots. Bon, moi, comme à ma sauce, j'ai mis une histoire triste en 3 mots, puisque une histoire triste, ça fait 3 mots. Je me suis dit, tiens, c'est super, je me marre toute seule, tu vois, tu fais le tweet qui sert à rien. Mais voilà.
Et aux surprises, certains ont commencé à répondre et à proposer des trucs. Et je me suis dit, merde, ils ont envie de s'amuser avec ça. Donc, je me suis dit, OK, on y va. Alors, j'ai lancé un concours en disant, allez, si vous voulez vous amuser comme les autres, proposez une histoire triste en 3 mots et je choisirai celle qui est la meilleure. Et c'est parti comme ça. Sauf que, bon, à la fin, il y a eu 15 participants. Il y a eu, je crois, une 50aine de contributions. Tout le monde s'est bien lâché. Et je me suis dit, il faut quand même que j'en fasse quelque chose de ces contributions parce que ça ne sert pas à rien. Donc, je me suis lancé à moi un défi. C'était de compiler tout ça en The Histoire Triste. Donc, elle est accessible sur mon site. Je me suis bien amusée quand même. Mais j'ai eu de bons retours après de ça. Et on m'a dit, ouais, il faudrait que tu continues et tout. Notamment Anthony Olin. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas d'imagination pour ça. Il faut que tu fasses et tout. Et Anthony m'a proposé un sujet, un thème. Je lui ai dit, OK, c'est bien, mais fais-le toi, quoi, parce que c'est ton thème. Il a dit, non, c'est ton concept, vas-y, fais-le. Donc, on l'a fait ensemble. Il a choisi son gagnant et j'ai choisi le mien. On commençait l'histoire par le corps est enterré. En fait, tu reçois un message qui dit le corps est enterré et imagine la suite. Qu'est-ce que tu réponds en un tweet et ça a marché aussi. Et puis après, je me suis dit, je le fais tous les mois. Et depuis, je le fais tous les mois. Voilà. Et ça fonctionne bien. Après, à chaque fois, le but, c'est qu'effectivement, je fasse un défi à la fin parce que c'est bien beau de mettre au défi les autres pour se mettre au défi soi-même. Donc, la plupart des fois, c'est compilé ou comme pour l'art de l'insulte que tu as gagné, Fiche, j'ai pris un mot de chaque et puis j'ai créé The Insulte. Et elle est pas mal d'ailleurs. Elle est pas mal. Qu'on retrouve aussi sur mon site. Et sinon, il y a eu par exemple un western. Enfin, c'était un western en 10 mots ou 5 mots parce que moi, c'est toujours en termes de mots, c'est contraint. Soit je corse vraiment le truc, je mets 5 mots, soit je mets 10. Bon, voilà. Ou alors c'est un tweet, mais c'est parce que ça mérite un peu plus de développement. Et donc, soit je fais quelque chose, un défi à l'écrit, soit je fais quelque chose à l'oral, donc j'enregistre. Et j'avais enregistré les fameuses ce que JCVD n'a pas dit, hein, Jean-Claude Van Damme. Petite dédicace à toi si tu nous écoutes. Un délire total. Donc j'ai pris toutes les contributions. Évidemment. Si tu nous écoutes, je rêve. Mais bien sûr. Attends, shame on me, j'ai douté de ça. Oh là là. Donc c'était un délire total parce que il y a eu énormément de contributions et c'est parti dans tous les sens, bien sûr, à la JCVD. Voilà, j'ai fait style. C'est une interview de JCVD avec des questions et lui il répond à la One Again Fly. Ça a bien plu. Sinon, il y a un western aussi, puisque je l'ai enregistré. En fait, je raconte le western que vous avez tous imaginé par petits bouts. Ça donne un western aussi complètement qui n'a pas de sens, hein, disons-le. Je précise que j'y vais aussi à la One Again Fly quand j'enregistre ce genre de truc, c'est-à-dire que je prépare pas. Je note tout sur des petits papiers, chacune des contributions. J'essaye de les mettre dans à peu près qui donne quelque chose de cohérent. Mais après, voilà, j'improvise totalement. Et puis le dernier enregistrement, c'est le conte de Noël Gore, où tout le monde s'est bien lâché sur le gore, et où j'explique pourquoi le Père Noël n'existe plus, parce que, attention, il a existé. J'explique tout, il faut que tu écoutes l'enregistrement. Ouais. Et le défi que Sam a gagné, tu n'en as pas parlé? Ta question, c'était quoi, Laurence, s'il te plaît? C'était par rapport à Roule Papy. Ah oui. Alors ça, c'était sur le défi... Attendez, on va refaire de la pub à Sam, là, pour son Roule Papy. Mais non, attends, c'était pour nul. parler. Attends, faut pas aller lire sur Wattpad, tu vas trop te marrer, Enfin, c'est n'importe quoi. Ne lisez pas Roule Papy. Mais voilà. jamais. Il faut le dire aux gens, ne lisez pas ça. Mais non, c'est un truc. Alors, c'est un polar barré. Il a répondu à mon défi. Alors, sérieusement, il a répondu à mon défi concours Calfin, un polar barré
Je crois que c'était en mars, il me semble. C'était l'avant-dernier, ouais, je crois que c'était en mars. En fait, c'était faire un pitch d'un polar barré. C'est lui qui a gagné, Sam Bender. C'est ça. Et il est allé au-delà du défi. Et ça, c'est un truc que j'aime, c'est quand je vois que les gens vont au-delà et s'approprient le truc. Et lui, il s'est approprié complètement le truc. C'est-à-dire que ce pitch, il a écrit le roman, quoi, derrière. Enfin, et il l'a mis sur Wattpad. Et il l'a très bien écrit. Et sur Scribd. Il est sur Scribd, il est sur Wattpad. Moi, j'aime pas lire sur écran. C'est vrai que je vais rarement sur Wattpad et encore moins sur Scribd parce que lire sur écran, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Mais pour lui, j'ai fait une exception et j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, c'est un roman. Moi, je l'appelle comme ça et j'espère qu'il va en faire quelque chose concrètement et que ce sera vraiment publié, auto-édité ou publié par une maison d'édition. C'est que il est complètement imprévisible. Tu lis le truc, tu sais pas où ça va, à chaque fois tu es surpris. Et moi, quand je lis quelque chose où il y a rien de prévisible et où ça part en vrille comme ça, mais où c'est tout à fait cohérent et structuré et aussi bien écrit, moi j'adhère. Donc, voilà. Chapeau Sam. La star montante de Twitter. Mais oui. Voilà, donc ça c'est les défis concours Calfin. Attention, vous allez assister au premier changement de micro de Calfin. Au-delà des défis concours mensuels, je fais parfois des hors-séries. J'en ai fait que 2 jusqu'à présent. Il y en aura d'autres. C'est quand vraiment j'ai une idée que j'ai envie de balancer tout de suite. Une fois, j'étais arrivée en retard au boulot et j'ai eu l'idée de passer en un tweet la meilleure excuse pour justifier mon retard au boulot et ça a bien fonctionné. Voilà, c'est des petits délires comme ça de temps en temps. Mais sinon, c'est vraiment mensuel parce que ça prend du temps. Moi, je réponds à chaque personne qui contribue, ne serait-ce que pour valider sa contribution. Des fois, j'essaye de faire un petit trait d'humour à ma sauce. J'ai pas forcément toujours le temps non plus parce qu'il y a le travail aussi, mais je m'y astreins quand même parce que pas de raison, les gens participent. Donc voilà, c'est un peu d'interactivité, ça c'est pas plus mal. Mais après, il y a aussi la page du site, il faut tout compiler, il faut faire mon propre défi à moi. Donc, une fois par mois, ça va, c'est raisonnable. Comment tu choisis qui gagne ? Ça, on a envie de savoir. Parce que, non, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, je prends que les gens que j'aime pas. Voilà. Non, Sam. Voilà. Bah toi aussi, hein, je t'ai fait gagner, donc. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas gagné. Ouais, c'est vrai, parce que là, je t'aime bien, mais bientôt, je t'aimerai pas, t'inquiète pas. Non, c'est vraiment au feeling, c'est ce qui me parle le plus, ce sur quoi j'accroche, quoi. C'est ou qui me fait marrer, ou que je trouve atypique, ou qui est bien formulé, ou il n'y a pas de règle, c'est très très subjectif, hein, mais c'est vrai que je sais que le prix Calfin, c'est un truc de ouf et que tout le monde veut le gagner. Donc, je comprends qu'on soit un peu déçu de ne pas l'avoir. Hein, parce que le gain est extraordinaire et la renommée internationale qu'il offre après, je comprends. Mais non, tout le monde ne peut pas gagner. C'est pas possible. Et ben, c'est très triste. Voilà. Oui, alors, je sais. Ça nous dit qu'on est une communauté d'auteurs, etc. Puis ça fait de l'élitisme à plus savoir quoi en faire. Tout à fait. Voilà. C'est ça. M'en fous, moi j'ai gagné une fois. Je l'ai accroché au mur d'ailleurs. C'est très beau. Tu devrais nous envoyer des petits trophées comme ça on n'a même pas besoin de s'échanger nos adresses. Tu le mets sur un code promo sur Amazon pour qu'on puisse l'acheter gratos, mais sinon tu mets le prix à 2 millions d'euros comme ça personne d'autre l'achète. Voilà. Et si jamais quelqu'un l'achète, s'il te plaît, désolé Anthony, hein, si quelqu'un l'achète, tu te maries avec, voilà. Il y a quelque temps, j'ai lancé une annonce sur Twitter. Je cherche une DeLorean, donc si je la trouve, je te promets, je la mets en jeu. Je peux te louer la mienne. C'est pas vrai. T'en as une ? Parce que hier, j'étais en train d'accrocher un cadre dans les chiottes et j'ai glissé. et il m'est apparu un espèce de pic à brochette là avec 2 branches et très curieusement d'un coup je me suis retrouvé au Far West. C'est incroyable. Il y avait un mec qui jetait des plats à tarte.
Enfin bref. Pour continuer dans ton univers, Calfin, c'est quoi tes projets du moment en dehors des défis? Est-ce que t'en as? J'ai vu que tu faisais un reboot ou une republication de ton roman. Oui, alors, donc comme je l'ai dit au tout début, j'ai auto-édité une romance fin 2016 via la plateforme Je publie mon livre qui est porté par chapitre.com. J'avoue que depuis le début, on me dit il faut que tu sortes de là, il faut que tu ailles sur Amazon et j'étais plutôt réticente. Anthony Ola m'a convaincue de retirer la romance de chapitre.com. Et de passer, de la mettre sur Amazon parce que j'avais l'impossibilité de modifier le prix. Pas de promotion, pas de réduction du prix, alors que je trouvais que c'était trop cher. Le brochet à 18 € par exemple, moi j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus bas. Donc j'ai sauté le pas, je l'ai retiré. Et après est arrivé le confinement, donc on a un peu laissé tomber avec Anthony. C'est lui qui va me le mettre sur Amazon. Hein. Il va s'en occuper. Moi, je suis une buse là-dedans, donc c'est pas la peine. C'est trop compliqué pour moi. Donc, il a aussi proposé de refaire la couverture. J'ai dit oui tout de suite parce que cette couverture que j'avais jusqu'à présent, elle me plaisait pas des masses. Le titre va changer. Jusqu'à présent, il s'appelait Kiss Me. Il va s'appeler Antonia, l'une des héroïnes du roman, puisque c'est un roman à 3 voix, on va dire ça comme ça, et elle fait partie de ces 3 voix-là. Et donc, nouvelle couverture, nouveau titre, et le nom de plume va changer aussi. Je vais garder Calfin, parce que cet acronyme me plaît bien. Voilà. Et ça devrait se faire dans les semaines qui viennent, peut-être plutôt au mois de juin, je pense. Donc, tous ceux qui ont un exemplaire de la première édition, le jour où tu gagneras le prix Goncourt, on pourra le revendre des milliers d'euros sur le eBay avec Mais la voilà, DeLorean. avec la DeLorean, ne pas oublier. Merci Calfin. Laurence, tes projets du moment à toi, c'est quoi? Donc mon projet du moment, c'est de promouvoir la sortie de Bandonion. J'espère pouvoir sortir en papier prochainement. Et éventuellement présenter au Salon du Livre Pyrénées 1 à Bagnères de Bigorre, car il se passe en partie en Bigorre. C'est un salon qui doit se dérouler au mois d'octobre, donc il y a peut-être une petite chance qu'il se déroule. À tous les vieux comme moi, je fais une dédicace à ceux qui regardaient les Guignols et qui du coup connaissent la mémé de Bagnères de Bigorre. Voilà. Salut, merci. J'aurais éteint mon micro. Voilà, puis après j'ai une idée d'écriture qui est liée au cinéma par rapport à 2 films, et puis je ne sais pas encore trop comment agencer ça. Ce ne serait pas un roman, mais voilà, ça trotte dans ma tête depuis un moment. Donc à voir si je peux finaliser ça. Voilà. Et ton roman actuel dont tu fais la promotion et dont je répète, j'ai gagné un exemplaire, je suis ravi, même si les 2 autres qui ont gagné ont triché. Tu peux nous en parler? Ça, c'est quoi, si tu pouvais le pitcher en quelques phrases? Alors, on pourrait dire que c'est un roman initiatique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Noëlla, qui par le truchement de vieux papiers qui lui sont légués, va se trouver aux prises avec l'histoire d'une région qu'elle pensait connaître, parce qu'elle y va souvent, c'est le berceau de sa famille. Et du coup, ça peut déboucher aussi sur l'histoire de sa famille, mais à voir si ça concerne aussi sa famille ou pas. Voilà, et donc à part ce qu'elle va en faire, c'est une sorte de voyage, on peut dire, dans l'espace et dans le temps, qui est à la fois réel et imaginaire. Donc Bandoneon, ça fait référence au tango, à l'Argentine. Et donc c'est une histoire qui se passe entre les Pyrénées et l'Argentine, entre le 19e siècle et nos jours. Et un petit peu à Paris. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Merci Laurence. Kéot, tes projets du moment. J'ai cru voir passer enfin un recueil de nouvelles, Éclat de silicium.
Effectivement, c'est un recueil de nouvelles, donc cette fois que de mes textes perso, parce que pour l'instant, j'avais été publié dans des anthologies à thème en général autour d'appel à texte, donc ce qui fait que j'étais avec différents autres contributeurs. Cette fois, donc, j'ai auto-édité un recueil sur Amazon aussi pour le coup. Donc, je l'ai sorti en novembre. Donc en brochet d'abord, puis en numérique un peu après. Et là, je revenais dessus un peu avec quelques articles pour parler un petit peu du processus, des fois que ça puisse aider d'autres aspirants à l'auto-édition, quoi. Bon, parce qu'il y a tout un aspect administratif notamment qui est un petit peu complexe et l'auto-édition pour se mettre en règle au niveau des même s'ils sont très maigres, des revenus que ça rapporte. Et donc c'est un recueil de nouvelles essentiellement science-fiction et thriller technologique, donc c'est la veine à laquelle j'ai le plus travaillé ces dernières années, hein. Et s'il y a un fil conducteur qu'on peut mettre, c'est l'anticipation autour de l'informatique, hein, donc toujours pareil. Donc j'essaie de rester en général autour de perspectives un peu qui se voudraient, on va dire, je vais pas dire crédibles forcément, mais voilà, je recherche un petit peu de certains réalismes entre guillemets, à part pour une des nouvelles qui part un peu hors du fantastique, mais sinon en général j'essaie un petit peu de rester assez documenté, on va dire, quoi, sur le texte. J'ai ce recueil là que j'ai sorti quelques mois donc maintenant. Potentiellement, j'envisage peut-être d'en préparer un autre avec une autre série de textes un peu dans cette même veine, puisque au départ, je prévoyais de sortir un recueil d'une vingtaine de textes, mais je trouvais que ça ferait trop massif, entre guillemets, au niveau du prix qui allait monter pour le brochet sur Amazon notamment. Je voulais vraiment rester dans un prix assez bas pour proposer un petit recueil assez abordable. Comme les recueils de nouvelles ne sont pas forcément ce qui est le plus recherché globalement, je me disais qu'un gros recueil à plus d'une dizaine d'euros à cause du prix d'impression, etc., ça ferait beaucoup trop. Mais par contre, peut-être profiter du fait que j'ai réussi à sélectionner 5-6 autres textes, 5-6 autres nouvelles, hein, pour faire un deuxième, peut-être un Clade Silicium 2, je sais pas, on verra, notre anthologie, on va dire. Bon, et alors ce roman, tu nous en parles? Alors c'est donc c'est Signal Mort, donc le titre qui est un projet de potentiel roman, on va dire, puisque au final, il y a déjà quelques chapitres. Ben oui, il y a quelques chapitres, mais pour l'instant, la longueur pour l'instant, il est plus court que mes nouvelles les plus longues. Donc, bon. C'est un roman donc fantastique cette fois, qui garde le thème de la high-tech, puisque je me suis beaucoup inspiré d'une histoire qui est racontée dans le jeu de Secret World au départ, autour de sortes de manifestations de spectres qui sont portés par les radios en ondes courtes. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup inspiré pour l'atmosphère, on va dire, même si après moi je pars sur des thèmes beaucoup plus numériques maintenant et informatisés, avec un petit peu des échos autour de ça. Et c'est un roman que je rédige en méthode du jardinier, entre guillemets, donc c'est la méthode architecte jardinier, donc architecte qui va beaucoup planifier, préparer vraiment de A à Z son projet, etc. Et le jardinier qui va juste écrire au feeling comme ça, sans même savoir quelle va être la fin, quel va être le déroulé. Et c'est pas du tout la méthode que j'applique d'habitude, mais là, je m'étais dit, je l'ai commencé en novembre aussi, je crois, et je m'étais dit, tiens, je vais tenter. Et du coup, progressivement, je continue de l'avancer, petite touche par petite touche. Mais c'est un projet qui est plus en fond, celui-là, on va dire, quoi. J'y viens de temps en temps quand j'ai des idées pour l'avancer. À découvrir sur ton blog. Ça me permet de vous demander à tous, quelles sont les plateformes que vous utilisez? Wattpad, Scribay, vos blogs. J'ai découvert avec Laurence même des plateformes dont je n'avais jamais entendu parler, Iggybook ou une autre plateforme dont je ne sais absolument pas comment se prononce le nom, Scribd, voilà, où Laurence t'as publié 2 poèmes. Comment t'as découvert ces plateformes qui ont l'air un petit peu à part des grandes plateformes dont on parle tout le temps, sans parler d'Amazon évidemment, mais de Scribay ou Wattpad? Iggybook, c'est
C'est un site qui propose de l'auto-édition en numérique ou sur papier, dans différentes offres. Et puis ils font aussi, je crois, de la distribution de livres qui sont déjà édités par ailleurs. Voilà, il y a différents services. C'est pas vraiment une plateforme pour écrire comme Wattpad ou Scribd, quoi. On n'écrit pas directement, même si on peut. Il y a aussi une partie blog. Donc l'intérêt aussi d'Iggybook, c'est qu'il y a une possibilité de faire une page auteur. Ouais, moi, j'avais eu ça quand je m'appelais Aline Inacio à l'époque. Et j'avais un site, enfin, c'est un site d'auteur, quoi. Ça permet de pas avoir à s'embêter à créer le truc. Là, tu rentres Voilà. tes données, tu mets ta galerie de photos si tu veux. Moi, j'avais mis aussi le premier chapitre de Kiss Me que Maxime, petite dédicace à Maxime aussi, Maxime avait accepté m'avait proposé d'enregistrer le premier chapitre et je l'avais mis En audio sur alors. ça. Ouais, en audio et Ouais. Maxime, qui est l'un des créateurs à l'origine de Pangar. Hein. C'est vrai que c'est utile, enfin, pour des auteurs qui ont envie d'avoir une vitrine. Iggybook permet de créer facilement sa page auteur et de bloguer. Enfin, c'est pas mal. Quelle image vous avez tous les trois de ces plateformes comme Scribd, Wattpad, j'en oublie peut-être, des gens qui s'y baladent, de ce qu'on y trouve? Vous y publiez simplement ou vous aimez aussi vous y balader pour découvrir des auteurs et des textes? Alors moi, Wattpad, j'ai pas accroché du tout. Et Je bim! pense. Et du coup, je suis passée sur Scribd et ça me plaît beaucoup plus. D'une part au niveau des interactions avec les gens, de tout ce qu'on peut y trouver comme genre littéraire, des petits défis aussi qu'on trouve sur Scribd. En fait, c'est une plateforme où on accueille beaucoup les gens qui arrivent, donc je pense que c'est plus adapté aux textes courts, mais voilà la réserve que j'aimais. Sinon, c'est sympa. Kéot? Alors Wattpad, voilà, disons que pour moi, ce qui m'a le plus apporté, que ce soit en termes de retour de lecture et pour moi aussi découvrir des œuvres qui m'ont intéressé, c'est la combinaison avec Twitter. C'est donc par Twitter après que j'ai pu trouver des auteurs qui écrivaient des histoires qui m'intéressaient davantage globalement et aussi qui m'ont permis de sélectionner directement sans avoir à fouiller dans la masse énorme d'histoires qu'il y a sur Wattpad. C'est ça aussi, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique quand je vois passer un tweet d'un compte qui m'intéresse, qui propose un nouveau chapitre de son histoire sur Wattpad ou une nouvelle, par exemple. C'est quand même beaucoup plus simple de passer directement par là. Et dans l'autre sens aussi, moi, quand j'ai des publications, j'ai publié plusieurs de mes nouvelles sur Wattpad et aussi le projet Signal Mort dont je parlais tout à l'heure, qui est sur mon blog, mais aussi sur Wattpad. Je vais avoir 90%, je dirais, de mes retours, et que ce soit des votes, des retours, des commentaires, etc., sur mes textes, qui viennent de Twittos. Hein. C'est pas des Wattpadiens qui sont tombés par hasard sur mes textes en général. C'est très rare, quoi. Ouais, ça reste Twitter quand même le lien de tout ça. C'est Plus ça, d'ailleurs qu'aucun autre réseau social. On voit un peu Instagram devenir le nouveau Facebook des auteurs. Il y a Ouais. c'est un petit peu plus compliqué pour publier. J'ai même pas encore essayé de faire les micro-nouvelles sur Insta. Je sais pas, voilà. J'ai apporté le défi, j'ai transposé le défi micro-nouvelle sur Instagram aussi, mais pour l'instant c'est pas trop. C'est timide. Dynamique. Ouais, c'est ça. Là, il commence à y avoir deux, trois fidèles en Ouais. plus des tweetos qui contribuent aussi avec qui ont la patience et la gentillesse de bien de dynamiser un peu le défi sur Instagram en mettant leurs micro-nouvelles et sur Twitter et sur Instagram. Ça s'y prête moins. Ben, c'est beaucoup plus l'image en soi qui est mise en avant sur Insta, effectivement, quoi. Voilà. L'image ou la vidéo Ouais. ou le Ouais, c'est ça. C'est le texte est Instagram pas. TV qui est le TikTok des vieux et TikTok qui est le TikTok des gens qui ont compris comment ça fonctionnait. Voilà. Pas moi, par exemple. Pourtant, j'ai un compte, hein. Mais je danse pas assez bien. Faut danser pour être c'est sur ça, TikTok. c'est ça. Vous avez pas des comptes TikTok, vous? Non. Dommage. Vous Moi devriez. non. Une autre question que j'ai pour vous trois. Les trois couvertures de vos livres sont très travaillées. Certaines ont donné lieu à des débats sur Twitter. Toute ressemblance avec un recueil de nouvelles ne serait que fortuite. Certaines autres ont donné lieu à des concours.
toute ressemblance avec un concours gagné par des gens qui ont oublié de mettre le hashtag ne serait que fortuite. Et d'autres ont été créés avant même qu'on se connaisse, donc je ne connais pas l'origine. De mon côté, j'ai toujours été un fan de la Nouvelle Revue Française et de Gallimard pour ça, et des couvertures où il n'y avait rien d'autre que le titre en rouge ou en bleu ou en noir, Ouais. je crois, de D'accord. mémoire, Ouais. et rien d'autre. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'on doit, ou pas, travailler sa couverture ou la tranche de son livre, s'il a la chance d'être sur l'étagère d'une grande librairie? Quel est le message caché derrière les couvertures de vos 3 derniers ouvrages? Ben, moi, il y a aucun message caché. Et en fait, j'ai choisi la simplicité comme beaucoup le font, notamment pour leur premier ouvrage. C'est que j'ai cherché sur Pixabay et une image qui pouvait correspondre à l'atmosphère ou au message du roman. Mais je pense que les couvertures simples, comme tu l'as cité, il y a aussi le masque, hein, où c'est écriture noire sur fond un peu jaune-orangé. Moi, je trouve ça très bien, sauf que quand t'es pas connu, la couverture est un moyen d'attirer le regard. Après, si t'es connu, le nom suffit. Si t'es pas connu, que t'es publié chez Gallimard, ça peut aller aussi. Oui, Si voilà, t'es pas c'est- connu et que t'es publié chez Gallimard, tout va C'est bien. le, ouais, Ça c'est devrait ça, durer c'est 10 minutes. Voilà, c'est le et nom de après la t'es maison connu. d'édition qui porte. Enfin, c'est sûr que nous, en tant qu'auto-édité, on essaye d'attirer le regard autant que possible, avec plus ou moins de réussite. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas une réussite, mais il y a des couvertures qui sont très bien, et certains font même appel à des illustrateurs, et ils ont raison, parce que ça donne quelque chose aussi de beau à mettre dans une bibliothèque, et ça incite à acheter l'exemplaire papier. Pourquoi pas? Florence? Donc, la couverture actuelle, c'est une photo d'une statue d'un plongeur. Donc, photo qui est issue effectivement de Pixabay, mais qui a été retravaillée. La fonction de la couverture doit à la fois attirer et un petit peu intriguer, justement, dans mon idée. Pour quelqu'un qui n'est pas connu, évidemment. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ceci dit beaucoup d'auteurs même connus qui travaillent, ou en tout cas leur maison d'édition vont travailler énormément les couvertures. Moi, Albin Michel, par exemple, Oui. toutes les éditions, tous les livres, en tout cas les formats librairie qui Mhm. sortent chez Albin Michel, et puis tous les poches. Les couvertures sont plutôt intéressantes. Kéot, toi, ça a été aussi un vrai travail et pas mal de sollicitations sur la manière de même positionner ton nom, si je me souviens bien. Oui. Pour Eclat Silicium, la couverture que j'ai utilisée, l'illustration que j'ai utilisée vient de Pixabay aussi. Du coup, j'ai cherché quelque chose qui soit un peu dans l'esprit global de la thématique de fond, quoi, du texte, du recueil, quoi. Bon, voilà, fallait que ça puisse représenter un peu, quelque part, un peu tous les textes. Et comme tu avais dit, Fiche, j'avais eu quelques hésitations quant à l'emplacement du titre, de mon nom d'auteur. Au début, je l'avais pas mis, par exemple, j'avais pas mis mon nom d'auteur au début, parce que j'étais parti sur l'idée d'une couverture vraiment qui mettait en valeur l'image, pour le coup, parce que je trouvais que c'était assez accrocheur comme on est, je crois qu'on est tous d'accord sur ça, quoi. C'est que la couverture, ça a quand même un élément d'accroche assez qui peut être super important sur le lecteur, quoi. Merci beaucoup. Vous avez tous les trois une particularité, c'est que vous avez tous les trois, en ce moment ou depuis quelques années, une expérience de publication physique de vos écrits en auto-édition. Ouais. Comment ça s'est passé? Pourquoi l'auto-édition? Et est-ce que vous avez tenté des maisons d'édition classiques, ou est-ce que ça a été un choix tout de suite de l'auto-édition? Alors moi, ça a été un choix tout de suite. Parce que l'avantage de l'auto-édition, c'est la rapidité, quoi. Tu termines ton bouquin, tu fais les corrections, tu le peaufines au maximum, et après, t'as pas à attendre une plombe avant d'avoir un retour d'une maison d'édition qui peut être souvent négatif, disons-le. Quand tu as terminé ton récit, ton bouquin, tu as envie qu'il sorte. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Ce qui fait que l'auto-édition, ça correspondait aussi bien à cette envie de le lancer tout de suite, de lui donner sa vie et sa chance tout de suite. Et en même temps, c'est
c'est le côté liberté que tu as l'impression d'avoir, qui est voilà, après chacun y voit un petit peu sa liberté ou pas, mais moi me dire voilà, je fais ce que je veux, je publie quand je veux, je publie comme je veux, ça me correspondait assez en termes de caractère. Après, j'ai essayé sur les conseils de SN Lemoine, qui est une autrice que j'ai connue via Twitter dans les tout débuts et qui a été la première à m'avoir lu, une autrice auto-éditée. J'ai envoyé mon manuscrit à 2 maisons d'édition et des toutes jeunes maisons d'édition qui venaient de se créer. Il y en a une qui m'a répondu assez rapidement, je crois dans les 3 mois, donc c'était super rapide, qui m'a dit que c'était bien, mais que bon, il prenait pas. Voilà, sans explication particulière sur le pourquoi, mais moi ça m'a pas gêné puisque de toute façon mon bouquin vivait sa vie. Et la seconde tentative que j'ai faite, c'est il y a 1 an. C'était encore une fois une maison d'édition que m'avait conseillé SN Lemoine, et depuis j'ai pas de réponse. Ils avaient dit surtout ne relancez pas, on vous répondra. Donc j'ai pas relancé, j'ai pas eu de réponse, mais je ne relancerai pas parce que ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Je vais peut-être quand même tenter une nouvelle maison d'édition sur ces conseils aussi, toujours qui est nouvelle, qui vient de débarquer. Comme ça pour voir ce que ça donne, mais j'y attache pas plus d'importance que ça, quoi. Et toi, Laurence? Donc oui, moi c'est un petit peu pareil. C'est aussi l'envie de maîtriser le projet de bout en bout. De pas avoir à subir une ligne éditoriale, c'est ça? Ouais, ligne éditoriale, choix de la couverture, oui. Ça. Ouais, de pouvoir maîtriser toute ton œuvre. Et d'ailleurs, à propos de la couverture, je précise que le travail sur la couverture n'a pas été fait par moi-même, mais par ma fille aînée qui est étudiante en art plastique. Voilà. Family business. Et toi, Kéot? Alors moi, bon, j'ai des publications aussi en ME classique pour le coup, puisque j'ai participé à plusieurs anthologies et des appels à texte donc qui m'ont fait publier en recueil de nouvelles chez différentes petites maisons d'édition. Le recueil de nouvelles, mon recueil de nouvelles Éclat de silicium, c'est pas un choix de départ de le faire en auto-édition. Au départ, j'ai tenté de le publier en ME classique, mais comme je reviens encore là-dessus, le marché des nouvelles en France est inexistant, entre guillemets, en particulier dans la littérature de l'imaginaire. Et donc, c'est très rare de trouver des maisons d'édition qui acceptent seulement de recevoir et d'examiner les manuscrits de recueil de nouvelles. C'est même, généralement, ils précisent qu'ils ne veulent pas, tout simplement, quoi. Donc, c'est un peu par solution alternative que j'ai opté pour l'auto-édition, pour le coup. J'avais pas spécialement considéré ça au départ. J'ai commencé à m'intéresser en voyant à quel point c'était bouché pour les recueils de nouvelles, en fait, pour le coup. Ce qui est curieux parce que tout le monde aime lire des nouvelles et on commence souvent à découvrir la SF en particulier par les nouvelles de pas mal de grands auteurs. Ça a été mon cas effectivement, par exemple avec Lovecraft typiquement, mais après quand j'en discute que ce soit en salon ou sur Twitter, etc., la très grande majorité des lecteurs et lectrices d'imaginaire avec qui je discute sont vraiment axés sur le roman long si possible, voire saga avec suite pour pas retrouver le personnage plusieurs fois, etc. Donc bon, je juge pas évidemment, mais c'est vrai que c'est une tendance qui est très marquée en France, du moins, je trouve, quoi. Oui, on en parlait en préambule avant de commencer cet enregistrement entre nous. Et vous étiez tous à me dire exactement la même chose, que vous aimiez vous prolonger dans des gros pavés très détaillés, où on rentrait complètement dans un univers, sans parler de saga forcément, mais d'atmosphère. Ouais. C'est bizarre parce que moi j'aime bien le doux, en fait. J'aime bien les textes. Ouais, bon. Ouais. Moi, je lis aussi des romans courts, voire des nouvelles. Ouais. Mais le roman semble effectivement l'emporter, en tout cas en France, sur l'ensemble des autres modes d'expression littéraires.
Ah oui, depuis un moment, Ouais. quand même. Ouais. On va dire depuis la fin du 19e siècle, ça semble être Voilà, ouais. acquis. Ouais. Je Bah, crois qu'il y a c'est-à-dire- une petite différence. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Kyoto. Non, je pense qu'il y a une petite différence en littérature blanche après. J'ai l'impression que le recueil de nouvelles passe un peu mieux en littérature blanche quand même. Ouais, moi, ce qui me gêne dans les textes courts et les nouvelles, c'est que effectivement, j'aime bien rentrer dans un univers, dans une atmosphère et suivre les personnages, ou en tout cas l'intériorité des personnages m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs ce que je mets moi dans mes romans. C'est pour ça que j'écris sous plusieurs angles de vue, ce qui me permet de développer cette intériorité de chacun. Et avec les nouvelles ou les textes courts, je retrouve pas ça, donc je peux rester sur ma faim. Si ce n'est que là, je découvre un petit peu cet univers-là des nouvelles parce que ou textes courts parce que Anthony est en train de préparer un recueil là-dessus, donc forcément je lui fais sa bêta lecture. Et puis j'ai accroché au recueil de nouvelles, tome 1 de Oliver Crow, que je suis en train de lire. Oliver, oui, je suis en train de te lire, j'ai commencé. Parce qu'on prononce pas le Q à la fin de son nom. Non, moi je le prononce pas, mais bon. Ah ouais, dans ma tête, à chaque fois que je vois son nom apparaître, je prononce croc. Ouais, pareil. Croc, C'est pas les chaussures, c'est pas les crocs. Hein. Je sais pas, mais il faut qu'il nous Non, réponde. Tu devrais l'interviewer et ce sera l'occasion de lui demander si tu prononces bien ton nom ou pas. Et effectivement, j'arrive à ne pas être frustrée à la lecture de ces nouvelles par un manque de quelque chose, d'une information ou d'une plongée plus importante dans son univers. Donc, il arrive à me faire adhérer aux nouvelles et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je réserve mon avis final quand j'aurai terminé son tome 1 et après je dirai ce que j'en pense en détail. Bon, bah, on connaît déjà un auteur qui est en train de flipper tout seul chez lui parce qu'il sait que dans quelques jours, semaines, je sais pas à quelle vitesse tu lis, mais il va avoir le droit à l'avis de Calfin sur son ouvrage. Qui est très très critique. Hein. J'ai pas une réputation d'être facile. Je suis une lectrice exigeante, mais bon après j'argumente. Enfin j'essaye d'argumenter au maximum pour que mon avis soit pas balancé comme ça à la figure sans. Non, puis un avis, ça n'est pas une vérité. C'est ça. Après, il y a des éléments objectifs sur lesquels tu critiques entre guillemets, et puis il y a la partie subjective qui là ne veut pas dire que le texte est pas bon, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la deuxième partie de l'émission pour vous connaître un petit peu mieux. On vous connaît bien maintenant en tant qu'auteur, en tant que tweetos. À travers 6 questions, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, je vais les balancer un peu à la volée. Alors, on va commencer par Calfin, puisque c'est toi qui tenais le micro. Si tu devais citer un film et un seul. Je choisirais Bagdad Café. Je vais pas te dire que j'adore ce film, mais j'apprécie. Je l'ai vu 2 fois et je serais capable de le revoir encore. Certes, il est lent, mais c'est une lenteur qui fait du bien et il est très beau. Je trouve qu'il est beau esthétiquement, que la bande originale, la musique est inoubliable. Et c'est tellement loufoque, c'est des personnages tellement désœuvrés dans un désert où tu as l'impression que tu es au bout du monde et qu'il y a absolument que la solitude là-bas, et en fait c'est là-bas où tu trouves le plus d'humanité. Donc je trouve qu'il a quelque chose d'un peu poétique ce film, et plusieurs composantes qui sont très très belles. Donc voilà, Bagdad Café. Laurence? Je plus sois, c'est un très beau film. Merci. Bon, alors évidemment, un film. Je vais dire César et Rosalie, de Claude Sauté. Pour beaucoup, parce que
pas forcément mon film préféré, hein, mais c'est le film dont je parle là. Beaucoup d'éléments, la finesse du scénario, de l'interprétation, la distribution, Romy Schneider, Yves Montand, Samy Frey, et puis l'ambiance générale des années 70, et puis l'ambiance, beaucoup de gaieté, de liberté. Voilà, j'aime beaucoup. Effectivement, Romy Schneider, magnifique dans ce film-là, comme dans beaucoup d'autres. Mais oui, c'est un très beau choix. Kéote. Alors, c'est super dur de choisir un seul. Bon, du coup, pareil, ça va pas spécialement être... c'est pas mon film préféré. De toute façon, j'aurais trop de mal à définir un film préféré. Bon. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est Sicario de Denis Villeneuve. Donc, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup déjà, globalement, que ce soit pour son nouveau Blade Runner, etc. J'aime beaucoup son travail sur l'atmosphère et les images, globalement. Et Sicario, donc, c'est vraiment une approche du thriller un peu géopolitique contre terroristes, un peu mélangé comme ça, que j'aime beaucoup, parce qu'avec vraiment une esthétique de la photo, un travail vraiment de atmosphère très 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 froide. C'est assez glaçant le déroulé de l'histoire, la façon dont c'est présent, dont on suit les personnages, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien aussi retrouver, que ce soit en film ou en écriture, cet aspect très froid. Et quelque chose aussi que j'aime bien en fiction, c'est quand il y a représentation par exemple de scènes d'action entre guillemets, que ce soit fusillade, etc. C'est là aussi qu'il y ait plutôt quelque chose de cru, de froid et de pas du tout héroïsé ni mis en forme de façon trépidante, quoi que ce soit. Donc c'est un film qui regroupe tous ces éléments-là que j'aime bien trouver en fiction en général. Donc je vais vous mentionner celui-là. Merci. Du coup, on reste sur toi. Est-ce que tu peux nous citer une musique ou une chanson? Attention, pas un compositeur ou même un album en entier ou un groupe, juste une œuvre. Alors, pour une seule, je vais dire... Alors, attention, ça va être très original par rapport au thème que j'aborde dans mes textes, etc. Je vais dire Computer World de Kraftwerk. D'accord, mais j'ai cru que j'allais voir arriver OK Computer ou un truc comme ça, mais ouais. Voilà. Donc, avec un peu les mêmes raisons que pour les films, en fait, c'est-à-dire c'est vraiment une atmosphère très 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 froide. Hein. Chez Kraftwerk, généralement, c'est de l'électronique très très minimaliste et très très froide. Et en plus, je trouve qu'ils étaient juste très très, comment dire, je vais pas dire visionnaire, c'est un peu fort, mais bon, dans la version de live, des lives de cette chanson là de Computer World, ils ont rajouté une petite phrase à leur refrain. Ce refrain qui dit donc CIA and KGB control the data memory. Donc je trouve qu'ils ont dit ça, c'était style début années 90 ou comme ça, et je trouve que c'était juste très 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 bien vu pour ce qui allait suivre. Calfin? Alors moi, ce sera du rock. C'est le groupe Dorothy que j'aime beaucoup, parce que la nana, elle a une voix qui me plaît, et puis qui est assez ronde, assez puissante, et en même temps, j'aime le rock, donc ça correspond bien. Et le titre, je choisirais Raise Hell. Un clip à voir Laurence. aussi qui est pas mal. Moi, ça va être une chanson française. Alors, j'hésite entre deux. Je vais dire Envole-moi de Goldman pour les paroles. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. On n'avait pas encore eu Goldman. Comment ça se fait qu'on n'avait pas encore eu Goldman? À ton tour, Laurence, maintenant de nous donner un livre. Quel que soit le style, un livre avec lequel tu partirais, ou si ta maison était en train de brûler, le seul livre que tu pourrais sauver de ta bibliothèque. Oh là là, j'avais pas compris que c'était le seul livre à sauver de ma bibliothèque. Voilà. Non, on durcit un peu les questions, hein, voilà. Non. Alors du coup, non, j'ai choisi un livre qui parle de confinement. Tiens donc. Il s'appelle, mais alors là pour le coup, c'est vraiment poussé à l'extrême. Ça s'appelle Ermite dans la taïga de Vassili Peskov. En fait, c'est une histoire vraie.
d'une famille très pauvre et qui a vécu recluse pendant plusieurs décennies dans une espèce de cabanon dans la taïga en Sibérie, pour des raisons apparemment au départ religieuses, et puis qui ont finalement eu un lien avec la civilisation, je sais plus, avec des géographes ou géologues, je sais plus, qui passaient par là. C'est vraiment très intéressant. Il y a en plus quelques photos pour illustrer. Et quand je dis reclus, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contact avec d'autres humains que leur propre famille pendant plusieurs décennies. Donc, c'est quand même assez... Ah oui, c'est un sacré confinement, là. Oui, c'est en plus dans des conditions de vie hyper même pas précaires, enfin, bref, à manger uniquement ce qu'ils produisaient, etc. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, tout à fait. Kéot? Alors, je vais opter pour le livre d'un... Alors, pour le coup, c'est un binôme d'auteurs, puisque à la base, donc c'est... je sais pas si vous connaissez Laurent Klotzer, c'est un auteur français il a écrit de la fantasy et de la science-fiction en particulier. Et il a écrit il y a quelques années 2 romans en binôme avec son épouse. Je crois pas que ce sont, parce que le nom de leur groupe c'est Elle Klotzer. Son nom doit être en L aussi, mais il n'était pas précisé dans la bio. Donc, c'est un roman qui est assez particulier puisque construit comme un genre de feuilleton à épisode en fait. C'est le titre Clear, une fantasy corporate. C'est un genre de science-fiction plutôt en futur proche autour d'une multinationale de fiction qui reprend vraiment pas mal de codes de la multinationale un petit peu mégacorp façon légèrement cyberpunk, etc. Et ce qu'on peut voir aussi actuellement avec les très grands groupes, mais avec beaucoup plus de subtilité et un point de vue interne, puisqu'on suit des employés qui traitent les affaires internes de l'entreprise, donc qui gèrent un peu la réputation, donc toute une approche très à la fois marketing, des termes de communication, de gestion de crise au niveau image de marque, etc. que je trouve super intéressant, avec une ambiance vraiment très très particulière aussi, presque un peu onirique. Donc j'aime beaucoup ce roman et je le recommande très fortement. Calvin? Alors moi, ce sera Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. C'est un livre que j'ai lu en 2018 et que j'ai adoré, qui est magnifique et terrible en même temps. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui ont une vie pas très chouette, quoi, et qui veulent à tout prix changer de vie, partir, se libérer de toute la misère dans laquelle ils vivent au quotidien. Et ils partent, ils trouvent des bécanes et ils réussissent à les réparer et ils partent. Donc c'est un road trip à travers les États-Unis en quête de cette fameuse liberté, avec une issue qu'il faut lire. Moi, j'ai lu l'épilogue, j'étais en larmes, j'arrivais même plus à voir les lignes tellement je chialais comme une madeleine. C'est très prenant, c'est très bien écrit, c'est écrit un peu à la façon d'un carnet, donc parler, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai aimé parce que j'ai trouvé que c'était parfaitement approprié à l'histoire, et c'est la voix de Hugo Di Bohème qui nous raconte un petit peu cette histoire et ce périple à travers les États-Unis et ce qui est arrivé à tout ce petit monde jusqu'à la fin de leur histoire. Voilà. Bon, et ben on va tous pleurer. Quand t'étais petite, Calvin, c'était quoi ton rêve? On continue la minute, je plombe le moral de tout le monde. C'est parti. Non, moi je voulais juste être heureuse. Je savais pas comment. Trop facile.
Ouais, oui, mais j'avais une vie de merde. J'aspirais à toute autre chose, mais qui soit beaucoup plus doux que ce que je vivais. Et c'était mon rêve. J'avais pas vraiment d'autres rêves. Je suis quelqu'un qui rêve peu. Laurence? Quand j'étais enfant, je rêvais de vivre comme les autres enfants. J'étais pas mal confinée. C'est la minute un peu triste. Hein. Pourtant, Mais t'as qu'à Kéot, pas c'est- poser des questions comme ça Ah bah vous aussi, le toi. saviez, vous le saviez. Vous le saviez. Ouais. Kéot. Alors moi, je vais arriver avec le truc complètement bateau et sans aucune profondeur. Attention, il voulait être pompier. Je voulais être archéologue. Génial. Ah non. Ben voilà. Voilà. Voilà un rêve de gosse. L'autre, je veux être libre, je veux vivre, je veux être heureux, tout ça. Non. Voilà, je veux être archéologue. Voilà. Et évidemment, pas le vrai métier, hein, l'archéologue avec un chapeau qui va voler des objets. Voilà, bon, évidemment. Indiana Jones. Voilà. Donc oui, c'est complètement bateau, mais alors, j'essaie de réfléchir. Non, je crois qu'il y a eu, c'était ça. Après, ouais, non, j'ai pas vraiment de souvenir de grands rêves entre guillemets précis à part. Mais c'est magique. Bravo. Mais du coup, maintenant que t'es grand, Kéot, c'est quoi ton rêve? Alors maintenant, de façon beaucoup plus pragmatique, si je pouvais arriver à vivre de l'écriture de façon vraiment indépendante, etc., ce serait vraiment le grand objectif, le grand objectif et le grand rêve que j'aurais pour l'horizon futur. Quelle fin? Alors moi, je vais pas dire vivre de mon écriture parce que je vais pas copier Kéot. mais je comprends ce rêve et j'y adhère entièrement et je te souhaite que ça marche. Moi, ce serait quelque chose de plus simple et en même temps de compliqué, ou de pas facile à atteindre. Ce serait juste la sérénité, tu sais, celle où tu es bien en toutes circonstances et il y a rien qui te touche, ça glisse sur toi. C'est l'équilibre parfait. Voilà, c'est ça, ma quête. Laurence? Ben moi, c'est pas pour copier, mais je pense que ce serait aussi de pouvoir continuer à écrire. Ça me semble bien. Quelle fin? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Oh là là, mais j'en sais rien, moi, pourquoi je me lève le matin. Chaque matin est Bon, bah, différent. reste couché. Ensuite. Toujours une raison différente. Aujourd'hui, c'était pour ton interview, tu vois. Donc, c'était... Non, ben, je vais reprendre à mon compte, il a déformé un petit peu une citation du grand philosophe Audiard. Hein, je dirais qu'un intellectuel couché va moins loin qu'un con qui se lève, donc je me lève. Voilà. Parfait. Laurence? Ce qui me fait me lever le matin, les prunelles de mes yeux. Pas celles que j'ai sur les yeux, mais celles que j'ai mises au monde. Joli. Kéot? La volonté ferme d'aller avancer mes projets en me disant qu'aujourd'hui je vais être efficace pour constater que finalement je ne le suis pas du tout et ne pas arriver à avancer autant que je voudrais, voire ne pas avancer du tout. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin, dans l'ordre que vous voulez, au premier qui prend la parole. Il y a un suspense de fou. On se croirait dans un défi Qui western commence de quelle fin? Qui veut commencer? Eh ben vas-y. Bon, moi, le mot de la fin, c'est d'abord, merci Fiche parce que c'était un excellent moment et une première expérience pour moi d'interview enregistrée parce que j'en ai fait plusieurs, mais c'était via des questions pour des blogs, donc c'était écrit et ça n'a rien à voir et l'interactivité est vraiment plus sympa. Ça m'a fait plaisir aussi de découvrir Kéot. Pardon, je me suis trompée, excuse-moi. Je n'atteindrai de fiches dans la prononciation de ton nom. Donc oui, une découverte aussi pour moi de Kéot et puis Laurence aussi. C'est sympa, ça me plaît d'avoir la voix et puis l'envers du décor, en connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur chacun. C'est intéressant et ton concept est très bien et j'espère que tu continueras, Fiche, à faire c'est gentil. Ce genre d'interview. Oui, j'ai pris plaisir aussi à ces échanges. C'est sympathique. C'est pas la première interview audio que je fais, mais c'est la première. Non, j'avais fait à la radio, mais c'était du direct, c'était différent. Mais c'est la première que je fais, par contre, en rapport avec l'écriture, et c'est très agréable. Merci. Voilà.
Je vais aller un peu dans le même sens, hein, c'est-à-dire c'était malgré que comme vous avez pu le constater, le support vocal n'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise pour répondre de façon construite et cohérente. Ah bah non, tu t'en es C'était vraiment bien sympathique de pouvoir faire connaissance de façon vocale aussi comme ça, parce que bon c'est Fiche, on se connaît depuis un moment avec les micro-nouvelles et tout. Kalfen et Laurence, je vous croise beaucoup sur Twitter, on interagit ponctuellement, mais on n'a jamais tellement eu l'occasion non plus de discuter comme ça, donc c'était vraiment bien sympa. Merci à nouveau à tous les trois. J'invite tout le monde à participer à vos défis, qui sont pour moi une vraie récréation tous les jours, même si j'ai pas le temps personnellement de participer à tout le temps. À très bientôt à tous et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Dans 10 secondes, en fait. environ. À très vite donc. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux.